Good morning, everyone. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette manifestation spéciale organisée à l'occasion de la Journée internationale des familles pour lancer notre nouveau rapport Comment va la vie pour les enfants à l'ère du numérique. Je m'appelle Romina, je suis directrice du centre WISE de l'OCDE. Dans ce rapport, nous fournissons un panorama de l'état actuel des vies des enfants à l'ère du numérique dans les pays de l'OCDE. Aujourd'hui, nous allons procéder de la façon suivante. Nous entendrons Nathalie Berras, ensuite notre secrétaire général de l'OCDE, Mathias Corman. Ensuite, ce sera une intervention de Sarah El Haïry, qui est haute commissaire à l'enfance de la France. Ensuite, nous passerons à la projection du documentaire intitulé « Et si on levait les yeux ?», qui illustre la thématique de la journée par les expériences vécues d'une salle de classe et de son enseignante. Et à l'issue du documentaire, nous poursuivrons avec un panel au sujet du nouveau rapport de l'OCDE et, s'il nous reste du temps, une séance de questions et réponses avec les participants et participantes grâce aux éminents spécialistes qui seront réunis. Pour ceux et celles qui participent à la réunion en ligne, et nous le savons, vous êtes nombreuses, n'hésitez pas à poster vos questions grâce à la fonction questions-réponses de Zoom et nous tenterons au mieux d'y répondre. Sur ce, je vais donner la parole à l'ambassadrice de la France, Nathalie Berras. Elle est ambassadrice chargée d'affaires intérimaires auprès de l'OCDE. Livrez vos remarques. Merci. Merci beaucoup, Madame la directrice du Centre WISE, chère Romina, Monsieur le secrétaire général, Madame la ministre, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. À mon tour de partager l'immense plaisir qui est le mien de vous accueillir tous en présentiel et en ligne aujourd'hui. Alors, je me réjouis très sincèrement que la France soit aux côtés de l'OCDE pour organiser le lancement du rapport Comment va la vie des enfants à l'ère numérique. Parce que c'est une question fondamentale pour notre jeunesse et il est important qu'elle puisse faire l'objet d'un travail multilatéral au sein de l'OCDE avec, je le mesure, tout le soutien et l'intérêt de ses États membres et en particulier de la France. Parce que tous les États sont confrontés à des changements majeurs. Ces changements qui sont induits par l'ère numérique dans la vie quotidienne aussi bien des familles que des enfants. Entre émancipation, accroissement des connaissances et exposition à des nouveaux risques de santé, il nous faut trouver un chemin, ou je dirais même il nous faut inventer un chemin. Nous avons une triple responsabilité à cet égard. D'une part, garantir aux enfants et aux jeunes une expérience positive et maîtrisée des écrans. Par ailleurs, veiller à ce que cette expérience soit adaptée à leur âge et à leur stade de développement. Et puis enfin, protéger les plus vulnérables d'entre eux. Aujourd'hui, la connaissance des effets du numérique sur le bien-être des enfants est encore incomplète. Et du coup, les débats sont très vifs. Il est donc important d'organiser le croisement des données, d'approfondir la recherche et de partager les expériences des enfants eux-mêmes, mais également des chercheurs, des familles, des associations, des professionnels de la santé et de l'éducation, ainsi que les responsables politiques. Au vu de la complexité de la question qui nous réunit aujourd'hui, seulement cette action coordonnée et résolue de tous les acteurs permettra d'avoir des données probantes et de mieux accompagner les jeunes pour qu'ils puissent bénéficier en toute sécurité des opportunités du numérique, sans oublier pour autant le fait d'investir une vie hors ligne qui a tous ses charmes et qu'il ne faut pas oublier. L'OCDE a cette immense qualité de pouvoir structurer le dialogue entre différents pays et donc de construire une analyse comparative des données et de faire émerger les meilleurs standards de politique publique. Et à cet égard, la contribution de l'organisation est essentielle. La France sera donc force de proposition aux côtés de l'organisation et prendra toute sa part aux travaux à l'aune des actions qui ont déjà été engagées par notre pays. Et d'ailleurs, le président de la République l'a redit hier, lors de sa prise de parole devant les Français, lutter contre l'accès des plus jeunes aux réseaux sociaux fait partie de ses priorités.
parce que nous souhaitons être à la hauteur de cette responsabilité qui est en fait immense. Cette responsabilité que nous avons vis-à-vis des jeunes et vis-à-vis des enfants, puisqu'on sait désormais depuis la pandémie qu'ils sont confrontés à des risques et à des difficultés de santé, et en particulier de santé mentale. Donc je tiens à remercier ici Sarah El Haïry, haute commissaire à l'enfance, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Madame El Haïry connaît bien notre problématique, puisqu'elle a déjà exercé plusieurs fonctions ministérielles dans des précédents gouvernements, au service de la jeunesse, de l'enfance et des familles. Et dans vos différents engagements politiques, Madame El Haïry, vous avez toujours démontré beaucoup de conviction et de détermination pour améliorer le quotidien des jeunes générations. Et je suis sûre que c'est cette conviction que vous allez porter et nous faire partager tout à l'heure. Et je tiens enfin à remercier la direction de WISE, Romina Boarini et toute son équipe d'avoir organisé les échanges de ce jour, en espérant qu'ils vont éclairer notre action et qu'ils constituent la première étape de notre mobilisation collective. Je passe désormais la parole à notre secrétaire général, cher Mathias. Merci beaucoup et bienvenue à toutes et à tous. Madame la haute commissaire Sarah El Haïry, Madame la représentante. Oh, je recommence. Madame la haute commissaire Sarah El Haïry, Madame la représentante permanente pour la France auprès de l'OCDE, chère Nathalie, chers collègues, chers amis. Je suis ravi de vous accueillir à l'occasion de cette présentation officielle du rapport Comment va la vie des enfants à l'ère numérique. Ce rapport présente un large éventail de données sur les activités numériques des enfants et leur incidence sur le bien-être afin de favoriser l'élaboration de politiques éclairées. Les enfants grandissent aujourd'hui dans un monde façonné par une transformation numérique rapide qui a des effets sensibles sur leur développement et leur vie quotidienne. Ils sont très nombreux à être exposés aux contenus et aux outils numériques et ce, de plus en plus jeunes. À 10 ans, plus de 70% des enfants ont déjà un smartphone. Plus ils sont âgés, plus l'utilisation des appareils numériques se généralise dans les pays de l'OCDE jusqu'à devenir quasi universelle. Dans les pays de l'OCDE, 96% des jeunes de 15 ans ont accès à un ordinateur à la maison et 98% possèdent un smartphone. Le temps passé par les enfants sur les appareils numériques est frappant. Dans la plupart des pays de l'OCDE, la moitié au moins des jeunes de 15 ans déclarent passer 30 heures ou plus par semaine sur les appareils numériques. Les appareils numériques sont pour les enfants de précieux outils au service de l'apprentissage, de la créativité et des relations sociales. Pour les enfants isolés ou marginalisés, les plateformes en ligne peuvent aider à nouer des relations constructives et ouvrir de nouvelles perspectives. Mais, pour autant, certaines technologies numériques sont aussi synonymes de nouveaux risques pour le bien-être et le développement des enfants. Un enfant sur 6 âgés de 11 ans à 15 ans dans les pays de l'OCDE déclare avoir été victime de cyberharcèlement. Et le nombre d'incidents signalés a augmenté de 28% en moyenne entre 2017 et 2022. Malheureusement, l'exploitation et les abus sexuels en ligne concernant les enfants sont aussi en hausse. Le fait d'être exposé à des violences en ligne peut entraîner une baisse de la satisfaction personnelle, accentuer la détresse psychologique et conduire à la dépression. D'une manière plus générale, le temps passé en ligne induit un recul des interactions en face à face et de l'activité physique et une dégradation de la qualité du sommeil. Les technologies numériques ont des effets différents selon les enfants. Les élèves de 15 ans issus de milieux socio-économiques favorisés sont plus enclins à utiliser les ressources numériques pour s'instruire que ceux issus de milieux défavorisés, avec un écart de 12% entre ces deux groupes. Par ailleurs, les filles
sont plus susceptibles que les garçons d'avoir recours aux ressources numériques pour apprendre, avec un écart de 6%. Les filles sont aussi plus vulnérables face aux risques inhérents à l'utilisation des médias numériques, comme la dépression, l'anxiété, la solitude et les problèmes d'image corporelle. Il ressort d'une enquête internationale que les filles sont beaucoup plus susceptibles que les garçons d'adopter des comportements problématiques sur les réseaux sociaux dans la quasi-totalité des pays considérés. Outre le genre et les facteurs socio-économiques, le vécu dans l'environnement numérique dépend des activités pratiquées par les enfants en ligne, qu'il s'agisse de chercher des informations ou de naviguer sur les réseaux sociaux. Le vécu des enfants en ligne dépend aussi dans une large mesure de l'environnement dans lequel ils évoluent hors ligne. Les problèmes qu'ils rencontrent à la maison ou à l'école peuvent rendre les enfants plus vulnérables face à l'utilisation problématique des services numériques, alors que des systèmes d'accompagnement robustes contribuent à renforcer leur résilience face aux expériences négatives en ligne. Les parents, les enseignants et plus généralement les personnes qui s'occupent des enfants jouent un rôle essentiel en orientant les enfants vers des pratiques sûres et enrichissantes. Eux aussi ont besoin d'aide, car ils n'ont peut-être pas le temps nécessaire, ni les connaissances requises, ni les bonnes habitudes. Notre rapport met en évidence la nécessité de disposer de données de meilleure qualité, notamment sur l'exposition aux écrans, les activités numériques et leur contenu, mais aussi sur l'évolution et le cumul des effets du numérique tout au long de la vie. Il met aussi en lumière 4 grands piliers stratégiques pour protéger efficacement les enfants dans le monde numérique. Premièrement, établir des cadres d'action robustes et promouvoir des technologies qui donnent la priorité à la sécurité des enfants. Notre analyse souligne l'importance d'intégrer en amont des mesures de protection de la conception et les fonctionnalités des produits et des services numériques. Les dispositifs de vérification de l'âge sont aussi essentiels pour améliorer la sécurité des enfants en ligne. Pour aider les enfants à utiliser des technologies en constante évolution, les lignes directrices de l'OCDE, à l'intention des prestataires de services numériques, incitent les prestataires à diffuser des informations claires, compréhensibles et formulées de manière simple et adaptée à l'âge du public visé. Deuxièmement, renforcer la culture et les compétences numériques. Il s'agit notamment de renforcer l'éducation aux médias et de développer l'esprit critique de sorte que les enfants soient mieux armés pour évaluer les informations trouvées en ligne. La culture numérique devrait aussi être explicitement intégrée au programme scolaire, comme c'est le cas notamment au Canada, au Danemark, en Lettonie et au Luxembourg. Troisièmement, dispenser des conseils aux parents et aux personnes qui s'occupent des enfants afin d'encadrer l'utilisation des outils numériques par les enfants. Il est très important de renforcer la culture numérique des parents pour les aider à apprendre et à appréhender les risques qui pèsent sur le bien-être de leurs enfants dans l'environnement numérique, à accéder à des voies de recours en cas de préjudice et à orienter les enfants de manière à ce qu'ils adoptent des pratiques responsables en ligne. Notre rapport donne un coup de projecteur sur les pratiques exemplaires adoptées dans les pays membres. Par exemple, le ministère de l'Éducation ici en France a créé un programme pour sensibiliser les parents au cyberharcèlement, à la protection de la vie privée des enfants et à l'utilisation d'appareils numériques en classe. Quatrièmement, tenir compte du point de vue des enfants dans l'élaboration des politiques afin de veiller à ce qu'elles répondent à leurs besoins et à ce que les dispositifs de soutien disponibles reflètent leur vécu. Il s'agit notamment d'adapter l'éducation numérique à l'âge des enfants et à leur niveau de compréhension, mais aussi de consulter les enfants pendant les phases de conception et d'évaluation des politiques qui les concernent dans le domaine du numérique.
Pour aider les responsables publics à progresser au regard de chacun de ces piliers, l'OCDE prépare une nouvelle recommandation sur la promotion du bien-être des enfants en période de mutation profonde. Ce nouvel instrument viendra compléter notre recommandation sur les enfants dans l'environnement numérique dont la dernière mise à jour remonte à 2021. Il prendra en compte les dernières évolutions et données factuelles sur le bien-être des enfants au vu des transformations en cours au sein de la société et il fournira des orientations pratiques et des éclairages fondés sur les expériences et les meilleures pratiques en matière d'action publique de l'ensemble des pays de l'OCDE. En conclusion, les technologies numériques offrent un potentiel extraordinaire pour favoriser l'apprentissage, la découverte et l'épanouissement des enfants. Ce rapport présente des recommandations fondées sur les données probantes ainsi que sur les expériences des pays de l'OCDE afin de tirer parti de ce potentiel tout en protégeant les enfants contre des risques importants et croissants. Pour y parvenir, les gouvernements devront à la fois renforcer leur cadre réglementaire et développer des stratégies pratiques ambitieuses en matière de compétences numériques. Nous nous réjouissons de continuer à travailler de concert avec nos membres et partenaires pour mettre ces politiques en place et d'assurer un avenir numérique positif et sûr à nos enfants. Je vous remercie de votre attention et je me réjouis de voir le film qu'on va voir très bientôt. Merci. Thank you so much, Secretary General, for Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général, pour vos propos liminaires. Et maintenant, je suis ravie de présenter Sarah El Haïry, haute commissaire française pour l'enfance. Je vous invite donc à venir au podium. Merci. Okay. Madame l'ambassadrice, très chère Nathalie Berras, Madame la directrice, très chère Romina Boirini, Monsieur le secrétaire général, cher Mathias Cormann, Mesdames, Messieurs. Moi, je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous aujourd'hui à ce lancement, à cette présentation de rapport sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et ça a été rappelé par Nathalie, qui est l'exposition et les conséquences de l'exposition des enfants aux écrans. Il me tient particulièrement à cœur parce que notre pays, la France, y a beaucoup travaillé, on s'y est énormément mobilisé, que dans la salle parmi vous, des personnes ont travaillé également sur un rapport à la recherche du temps perdu, qui a été absolument essentiel et souhaité par le président de la République lui-même. Mais au-delà de ça, je suis une responsable politique, j'ai été ministre en charge de la jeunesse, de l'enfance, aujourd'hui je suis haute commissaire à l'enfance, mais je suis aussi maman. Et finalement, c'est toutes ces parties de moi qui font qu'aujourd'hui, cette question de l'exposition aux écrans me questionne. Maman d'un tout jeune enfant d'une quinzaine de mois, mais aussi belle maman d'enfants un tout petit peu plus grands, qui est face à ce défi énorme de la place des écrans dans l'éducation de nos enfants, dans l'éducation nationale, dans l'espace public, dans leur construction et les stéréotypes de genre qu'ils imposent, mais aussi face à des défis plus inquiétants. Je sors d'un lycée ce matin où j'étais avec la ministre Clara Chapaz, où nous parlions de l'exposition à la pornographie, en termes de consommation, mais également en termes d'exposition involontaire. Un jeune sur deux dans la salle a levé la main pour dire qu'il a été exposé sans le souhaiter, sur un réseau social, dans une recherche de vidéos. Voilà la réalité peut-être des défis de ce continent de questions qui se posent à nous en tant que responsables, mais également en tant que citoyens et parents par ailleurs. Les écrans sont absolument partout, partout dans nos vies, partout dans notre quotidien, dans nos environnements bien sûr professionnels, au sein de nos foyers. En moyenne, nous avons à peu près 10 appareils numériques dans un espace. Et d'ailleurs, je vous invite à faire l'exercice, puisque même moi, je ne pensais pas en avoir autant à la maison. Et pourtant, on regarde un smartphone, une tablette professionnelle, le deuxième téléphone qui est le téléphone professionnel, le vieux téléphone dont on ne s'est pas débarrassé, un téléviseur. Et dans le fond, quand on lève les yeux, on se rend compte qu'il y a aussi un ordinateur, l'ordinateur de notre adolescent. Mais c'est autant de connexions, autant de consommation
passive parfois, à laquelle nous n'avions pas spécialement porté attention. Alors, moi je ne suis pas de ceux qui sont technophobes, absolument allergiques, pas du tout. Je pense qu'il y a de formidables opportunités avec le numérique, bien sûr. Et on les connaît, nous, en tant qu'adultes, en tant que professionnels, on en fait des usages, bien sûr, professionnels et personnels. Ça permet l'accès à l'actualité, au divertissement, à la culture, à la science, à la médecine. Bien sûr qu'il y a énormément d'opportunités. Il y a des contenus pédagogiques qui existent pour nos enfants et qui sont pensés pour nos enfants. Donc loin de moi, loin de nous, l'idée de tout jeter ou de diaboliser, mais c'est bien le sujet de la régulation qui se pose aujourd'hui. Réguler l'activité selon l'âge, selon les besoins et selon le contenu. Et oui, réguler est une condition aujourd'hui nécessaire, et j'assume le mot de santé publique. Et si j'ai accepté aussi d'intervenir aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme, c'est vrai, c'est aussi parce que dans votre rapport, on évoque les risques et on dresse quelques perspectives aussi dans notre société, puisque la France aujourd'hui a choisi d'être extrêmement engagée, extrêmement mobilisée pour refonder d'une certaine manière à un instant, c'est-à-dire aujourd'hui, une société numérique plus respectueuse des enfants, de leur bien-être et de leur santé. Car au fond, c'est bien cet enjeu que pose aujourd'hui la problématique des écrans. Les risques sont désormais très connus, il y a de la littérature scientifique, documentée, analysée, des rapports, et d'ailleurs vous renforcez cette connaissance grâce à la qualité de votre rapport, des politiques publiques ambitieuses qui sont lancées pour protéger davantage nos enfants, je le disais à l'instant, mais les risques sur la santé, et notamment je pense à la santé mentale qui a été évoquée par Madame l'ambassadrice, a été la cause et la grande cause nationale de la France pour 2025, puisque on voit aujourd'hui les conséquences majeures sur le développement psychique des adolescents et des adolescentes en particulier. Il affecte le temps, et ça a été dit par le secrétaire général, le temps de sommeil, sa qualité. On voit aussi les conséquences aujourd'hui sur l'obésité, du fait aussi des conséquences et des externalités négatives compte tenu de la surexposition, de la consommation avant d'aller à l'école, et donc sur la qualité des apprentissages. Une exposition précoce qui entraîne aussi une baisse de l'attention, des difficultés de langage, en particulier chez les tout-petits, dont on sait que les premières années de vie sont absolument cruciales. Et on parle d'inégalité, et d'inégalité à la racine. Là, on creuse des inégalités. Le fameux 0-3 ans, là où on a le développement de nos connexions neuronales. C'est un moment absolument nécessaire de protection, peut-être encore plus fort en termes de sanctuaire. Et bien sûr, se posera plus tard la question des contenus. Mais ces années cruciales pour le cerveau de nos enfants sont aujourd'hui nécessaires à rappeler. Je pense évidemment aux conséquences sur le plan plus physique, et en particulier au-delà de l'obésité, qui est une conséquence de l'absence ou en tout cas de l'insuffisance d'activité physique, aujourd'hui des atteintes oculaires. Dans notre pays, en France, si on continue à avoir la même consommation et la même exposition aux écrans, d'ici 2050, nous aurons la moitié d'une génération qui sera myope. Myope pour des raisons non pas pathologiques, mais du fait du comportement et de l'utilisation des écrans. La littérature est très claire dessus, c'est l'exposition, la distance et en réalité la surexposition à ces écrans. Nous le savons, et votre rapport le rappelle également, ces conséquences ne s'arrêtent pas là. On a 70% des 8-10 ans qui sont déjà présents aujourd'hui sur des réseaux sociaux. Un quart des familles ont déjà été concernées au moins une fois par du cyberharcèlement, dont les conséquences sur la santé mentale et physique sont absolument immenses. En 2 ans seulement. Et c'est là le cri d'alarme, d'alerte et la nécessité de mettre une convergence d'engagement. En moins de 2 ans, les enfants de 8 à 10 ans inscrits sur les réseaux sociaux a doublé, alors même qu'ils ne sont même pas censés être inscrits avant l'âge de 13 ans. Voilà un sujet réel, d'où la position extrêmement engagée et mobilisée, oui, pour faire réguler les réseaux sociaux et les interdire aux jeunes de moins de 15 ans sur l'espace, en tout cas européen. C'est la position que porte mon gouvernement et porte le président de la République. En tant qu'adulte, en tant que responsable politique ou en tant que parent, bien sûr, ce phénomène nous alerte. Il doit bien sûr nous alerter car il est intimement lié également à la question du harcèlement scolaire et au cyberharcèlement par truchement dont sont victimes des milliers d'enfants chaque année. Et votre rapport le montre parce que cette dimension est plus globale. Aujourd'hui, il se prolonge sur ces réseaux sociaux, laissant des enfants isolés et sincèrement
très souvent des parents démunis, puisque le silence, puisque l'interdit est bravé, des parents qui posent des règles à la maison, l'interdiction des réseaux sociaux, et pour autant les enfants ont quand même des comptes, donc ils savent plus comment expliquer qu'ils se font harceler, ils n'arrivent pas à nommer les choses. Je crois qu'on peut parler également d'un documentaire qui a fait pas mal, en tout cas, de débats et a ouvert beaucoup la question des réseaux sociaux et les conséquences sur la santé mentale. Je parle d'adolescents, bien sûr, qui a été particulièrement diffusé. Face à ce sujet où on est démunis, l'interdiction de ces réseaux sociaux à moins de 15 ans, en tout cas, constitue pour nous une réponse forte qui va dans le sens d'une meilleure protection des enfants. Et j'y suis évidemment extrêmement favorable. C'est le combat que mène d'ailleurs ma collègue Clara Chapaz, qui en ce moment même est en pleine négociation DSA. Nous devons d'ores et déjà continuer à accompagner pour parvenir à une meilleure protection des enfants, accompagner également face à de nouveaux outils, de nouvelles réalités. Je pense au-delà des réseaux sociaux à l'intelligence artificielle. Moi j'y vois franchement une opportunité folle. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle dans la science, dans la médecine, c'est vrai, mais c'est aussi l'apparition des deepfakes, dont l'effet est encore plus dévastateur sur des mineurs qui sont exposés. Dans notre pays, ici en France, nous avons eu le cas, malheureusement, dans le Nord, de situations de deepfake pornographique avec le visage de jeune fille au collège qui a amené à une situation de harcèlement extrêmement grave et malheureusement à des tentatives de suicide. Voilà la réalité très concrète dans la vie d'enfants. Nous devons agir donc pour endiguer cette menace qui se propage, c'est vrai, en partageant des bonnes pratiques, mais pas que. Le constat est aujourd'hui partagé. Je pense que cette étape est faite. Et donc, notre enjeu est donc de dresser plutôt des perspectives et des outils pour protéger. Pour ma part, ma conviction est faite. Nous parviendrons à un changement radical de pratique uniquement si on arrive à associer l'ensemble des acteurs, les parents en premier lieu, puisque nous devons mieux les accompagner, mieux les sensibiliser aux dangers, bien sûr, sur leurs enfants, ne jamais les culpabiliser, parce qu'il y a aussi des réalités stigmatisantes dans le discours parfois malheureusement ambiant. Les parents font parfois comme ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont, les situations sont diverses, et la réalité de la capacité ou de la possibilité à accompagner son enfant, à l'accompagner dans des apprentissages hors écran, de la présence, de la charge mentale, sont liées aussi à nos situations socio-professionnelles et la capacité que nous avons à mobiliser ce temps. D'ailleurs, j'ai été particulièrement attentive à vos observations en lien entre le temps hors ligne et l'activité des enfants en ligne, et en particulier chez les familles les plus vulnérables. Votre rapport montre totalement que l'addiction également aux jeux vidéo, qui est aujourd'hui reconnue comme addiction à part entière par l'OMS, touche en premier lieu les enfants qui sont issus de catégories socio-professionnelles les plus défavorisées. Ça met en lumière un élément essentiel, mieux accompagner les parents dans la lutte contre la surexposition aux écrans, c'est aussi répondre à un enjeu absolument essentiel de justice sociale et d'égalité entre les enfants. Depuis le 1er janvier, le carnet de santé en France, aujourd'hui, celui des enfants, prend en compte ce nouvel enjeu en apportant un certain nombre de conseils, d'informations sur l'utilisation quotidienne des écrans. Il s'agit d'une avancée, bien sûr, mais je souhaite que nous allions beaucoup plus loin en continuant à organiser un certain nombre de soutiens et d'actions de soutien à la parentalité avec des ateliers Parents Parlons Numérique. Aujourd'hui, oui, nous pouvons parler de parentalité numérique et d'accompagnement à cela. Mais au-delà de l'information, moi j'ai la certitude que nous devons co-construire une société plus protectrice, et pour cela, je l'évoquais tout à l'heure, les acteurs doivent tous être autour de la table, et je pense en particulier à la communauté éducative qui intègre les professeurs, les animateurs, les ATSEM, tous celles et ceux qui sont au quotidien des enfants et qui parfois accueillent leurs paroles dans un premier temps. Nous devons leur permettre de remplir leur mission essentiel en limitant l'usage des écrans pour encourager la créativité des enfants, et ils le font déjà pour beaucoup d'établissements. Je vois également la généralisation ambitieuse de la ministre de l'Éducation nationale de la pause numérique et donc l'interdiction stricte des outils, des écrans et des smartphones, évidemment au primaire et au collège. Mais au-delà de ça, au-delà de la confiance évidemment qui est donnée aux équipes pédagogiques, le défi des 10 jours sans écran est lancé en France depuis hier. On essaye de s'y atteler, et c'est un grand nombre d'établissements qui cette année sont rentrés dans cette aventure pour montrer que oui, nous pouvons vivre sans écran 10 jours bien sûr, mais que ça nous redonne également du pouvoir sur l'espace et le temps dont nous pouvons disposer.
Je pense surtout, évidemment, également à la place des enfants eux-mêmes, puisque, permettez-moi de m'y arrêter juste quelques instants, c'est aussi ma priorité comme haute commissaire. La question du numérique et de la surexposition n'est pas seulement un enjeu de santé publique. Au fond, c'est aussi une question qui se pose et qui est plus profonde. Quelle est la place des enfants dans notre société, réellement? Quelle place on leur donne? Comment on les sollicite? Et aujourd'hui, moi, je suis assez effrayée, et je pèse mes mots, du développement de mouvements d'espace No Kids, où les enfants ne sont plus les bienvenus, où les enfants sont invisibilisés, voire interdits. Finalement, ce phénomène traduit aussi, en tout cas à mes yeux, une forme de domination des adultes sur les enfants. Il contribue à les rendre invisibles dans l'espace public et privilégie, oui, le confort des adultes au détriment de l'inclusion et le bien-être des plus jeunes. On a tous vécu ces scènes, alors soit dans les métros parisiens, soit bien sûr dans le train ou le supermarché, ou même dans des parcs où des adultes sont absolument excédés par le mouvement d'un enfant, par sa présence ou simplement par sa voix. Et du coup, cette pression un peu sociale qui s'impose sur les parents, en disant, anesthésiez-le, quoi, qui ne bouge plus, qui ne disent rien. Et donc, des parents qui se retrouvent, en sachant que c'est pas le meilleur outil, à donner un dessin animé, à donner une tablette, pour dire, le temps d'eux, faute à qui? Responsabilité à qui? Je crois qu'elle est quand même un brin collectif. Et donc, c'est la manière dont on pense aussi notre espace et comment on les intègre. Et donc, je l'affirme très solennellement et très clairement, protéger les enfants des écrans, de cette consommation, des algorithmes, c'est aussi leur donner une société où ils ont de l'espace pour eux, des activités qui sont pensées pour eux, et donc oui, une société bâtie à hauteur d'enfants, dans l'espace public y compris. Que cette société, j'essaye d'y contribuer avec évidemment mes engagements, mais elle ne peut être construite que si on fait participer les enfants eux-mêmes. Vous l'avez souligné, de nombreuses associations, collectivités, instances ont mis en place un certain nombre d'espaces pour prendre en compte la parole des enfants, leurs idées, leurs revendications, et j'espère évidemment que dans cette grande maison de l'OCDE, la place des enfants sera pleinement trouvée, bâtie et construite pour qu'ils puissent apporter à leur place et à leur juste mesure leur regard également sur les travaux que vous menez. Je veux promouvoir et amplifier leur participation partout autant que possible, avec l'exigence qu'elle nous impose à nous adultes, de se mettre à leur hauteur. Une exigence tout d'abord aussi au regard de la Convention internationale des droits des enfants, c'est pas mal de le rappeler, qui aujourd'hui, l'année dernière, fêtait ses 35 ans et qui prône le respect des opinions des enfants sur les questions qui les concernent en premier lieu. Cette exigence, ensuite, c'est l'intérêt supérieur des enfants qui doit être exclusivement notre seule boussole, parce que nous prenons bien sûr des décisions pour eux. Mais je suis convaincue que bâtir une société pour eux, pour qu'elle soit le plus juste, c'est bien de la penser avec eux dès le plus jeune âge. Pour conclure, parce que j'ai été bien trop longue déjà, je tenais simplement à saluer la qualité de vos travaux, de votre mobilisation, de la méthode que vous avez utilisée, qui est particulièrement solide et robuste, pour bâtir une société bien sûr plus bienveillante vis-à-vis des enfants face à ce nouveau défi. Et pour conclure, il contribue, je crois, vos travaux à une construction d'une société publique, une société et des politiques où les États respectifs prennent évidemment pleinement leur place. Et je suis très fière que la France en particulier se saisit pleinement de cet enjeu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Haute Commissaire, pour cette intervention remarquable. Thank you so much for your wonderful intervention. We now go. À présent, nous allons poursuivre et nous allons vous montrer un documentaire. Et si on levait les yeux, une classe face aux écrans, Gilles Vernet est le réalisateur de ce documentaire. Et après le documentaire, il va rejoindre notre discussion en panel. Gilles Vernet est enseignant dans une école élémentaire à Paris. Et ce qu'il a choisi de faire avec ce documentaire, c'est de montrer l'expérience et le vécu des enfants dans ce nouvel environnement numérique. Et donc, Gilles, vous avez réfléchi à la place des écrans dans la vie des enfants, et c'est ce que montre le documentaire. Et je crois que ça va vraiment nous interroger sur le rôle des parents, des enseignants, mais également le lien au temps, à la nature. Et la haute commissaire en parlait justement à l'instant. Et donc ce documentaire illustre vraiment tous ces aspects
d'une manière vraiment convaincante et saisissante. Donc voilà, restez avec nous, on va maintenant projeter le documentaire. Merci. Very well. Thank you. Merci d'être encore parmi nous, pour ceux et celles qui sont dans la pièce ou avec nous à distance. Nous allons entrer à présent dans un débat qui, je le pense, sera très animé pour réagir à certaines des images que nous avons visionnées, certains propos que nous avons entendus. Vous avez entendu de la bouche de notre secrétaire général certains des constats de ce tout récent rapport. La présence des écrans et des appareils connectés est presque universelle parmi nos jeunes. Les statistiques sont très claires à ce sujet. Les données factuelles recueillies à l'OCDE et au-delà nous montrent également que ces appareils numériques représentent aussi des opportunités, l'accès à l'information, l'apprentissage, l'exploration de nouveaux intérêts, c'est ce qu'a montré le documentaire, et puis aussi le renforcement des liens au sein de certains groupes, mais il représente aussi des risques. Le documentaire les a présentés de façon limpide d'ailleurs. Un débat est à l'œuvre actuellement et c'est cela que nous allons parler aujourd'hui concernant le lien et le bien-être, le lien entre le bien-être des enfants et l'avènement des technologies numériques. Le lien est complexe, les données scientifiques ne sont pas encore solides, elles doivent être complétées, la recherche scientifique n'est pas encore finalisée, et puis il y a différentes sources de données factuelles par ailleurs à mobiliser. Aujourd'hui, nous allons réfléchir aux solutions. Puisque ces évolutions elles sont à l'œuvre actuellement, il est donc impérieux que nous agissions. Le secrétaire général l'a présenté de façon très explicite, de même que dans le discours de la haute commissaire. Il faut toute une palette d'actions ainsi qu'une approche qui réunisse toutes les parties prenantes, toute la société. En bref, une action conjointe est nécessaire. Je vais d'abord donner la parole à Olivier Thévenot, qui est chef de l'unité bien-être des enfants du centre WISE de l'OCDE et auteur principal du rapport que nous publions aujourd'hui. Je vais présenter par ailleurs nos panélistes. Gilles Vernet, qui a déjà été présenté, professeur en France, qui a produit le documentaire que nous venons de visionner. Noa Lopez Fernandez est étudiante en ingénierie informatique à l'université Charles III de Madrid et ancienne membre du Conseil européen pour les biens numériques. Est présent également Andrew Szybilski, professeur de comportement humain et technologie à l'université d'Oxford, et Judith Balache, qui est psychiatre pour enfants, adolescents et adultes, présidente de la section de pédopsychiatrie et membre du conseil d'administration de l'Association européenne de psychiatrie et professeure à l'université Haute-Vosloorand de Budapest en Hongrie, ainsi qu'au nouveau collège universitaire d'Oslo en Norvège. Olivier. Je veux te demander, s'il te plaît, peut-être de revenir sur les résultats principaux de notre rapport. Merci Romina. Alors comme vous allez pouvoir le découvrir avec le rapport, il est assez dense, même si on a fait différents formats pour en résumer le contenu. Donc vous pourrez en trouver différentes formes et des résumés qui mettent l'accent sur différents aspects que l'on traite dans le rapport. Mais j'ai décidé d'insister sur 3 points. Ouais, le premier point...
le premier point sur lequel je voudrais insister et sur lequel on va revenir aussi en fin de discussion sans doute, c'est que pour développer des politiques qui soient réalistes au sens où on se fixe des objectifs qui sont atteignables et qui puissent être aussi effectives, c'est-à-dire qu'on ait un ensemble de partenaires qui cherchent à réaliser ces objectifs plutôt qu'à les contourner. Il est important de prendre la mesure de la place des technologies numériques dans la vie des enfants, et le documentaire montrait quelle place importante les écrans en général prennent dans la vie des enfants, des jeunes enfants. Et il faut en comprendre les usages pour bien essayer d'avoir des objectifs politiques qui soient atteignables. Donc, comme il était déjà rappelé par le secrétaire général, on a quand même une diffusion assez universelle des outils numériques, et en particulier, c'est une des choses qui nous a frappé avec les données dont on dispose pour les pays pour lesquels ces données sont disponibles, c'est qu'on a en moyenne dans l'OCDE 70% des enfants d'environ 10 ans qui possèdent déjà leur propre smartphone. Et ça croît évidemment ensuite avec l'âge. Ensuite, et c'est ce qui est résumé sur cette diapositive, c'est le temps évidemment qu'on passe avec les outils numériques, qui est une dimension importante. Ce qui vous était rappelé, c'est qu'on peut estimer pour les adolescents de 15 ans pour lesquels on a des données, que plus de la moitié des adolescents de 15 ans passent au moins 30 heures avec des outils numériques par semaine, et qu'on a même 27% de ces adolescents qui passent plus de 60 heures avec ces outils numériques, quel que soit le but, que ce soit pour les aider dans leur apprentissage, dans leur travail ou pour le loisir. Ce qu'on a aussi, et ce qui vous est présenté avec les petits triangles sur ce graphique, c'est que, comme vous le savez peut-être, dans certains pays de l'OCDE, il y a des recommandations du type pas plus de 2 heures d'écran par jour à des fins de loisirs. Et donc, ce que montre ce graphique, c'est qu'on a déjà 60% des adolescents de 15 ans qui passent plus de 2 heures par jour de semaine avec des technologies numériques. Et donc, je pense qu'il est assez important d'avoir en tête cet ordre de grandeur, cette place importante, de façon à ne pas se fixer des objectifs qui soient irréalisables, tels que interdire les écrans, interdire les smartphones. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut s'interroger, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque l'on cherche à promouvoir la consommation de fruits et légumes, on se fixe, on va recommander 2, 3 ou 5 fruits et légumes par jour parce qu'on considère que c'est un objectif atteignable. Interdire les smartphones à l'âge de 10 ans, ou interdire totalement les réseaux sociaux, je crois qu'il est important de se poser la question, est-ce que cet objectif est atteignable? Donc ça, c'était un premier point de discussion que je voulais introduire quand on voit les ordres de grandeur auxquels on est confronté. Alors, le temps d'écran est un paramètre important. Il est un paramètre important parce que on peut se dire que tout le temps qui est passé avec des écrans n'est pas passer pour avoir des activités soit plus enrichissantes, faire du sport, avoir de loisirs en personne, passer du temps avec ses parents. Donc c'est une dimension, mais en réalité, tous les temps d'écran ne sont pas identiques. Et donc ça, il faut aussi le prendre en compte dans les politiques que l'on cherche à élaborer. Et ce n'est pas uniquement le temps d'écran qui est un paramètre déterminant pour considérer son impact éventuel sur la santé physique ou sur la santé mentale ou le bien-être des enfants. Alors, quels sont les autres paramètres? Si j'essaye à grands traits de résumer ce que peut dire la littérature, notamment pour les enfants les plus jeunes, et là je parle sur le contrôle d'experts, c'est que pour les plus jeunes enfants,
les recherches tendent à montrer que l'usage des technologies numériques, alors lorsqu'elle est active et non pas passive, lorsqu'elle est relativement modérée et surtout lorsqu'elle est modérée en interaction avec un adulte ou avec les parents, on peut montrer que certains usages de contenu numérique peuvent plutôt avoir un effet positif dès les premières années, des effets positifs sur le développement cognitif, sur le langage, mais voilà, dans un contexte où il y a un contexte interactif et actif des enfants. Un effet positif aussi pour les enfants qui deviennent un peu plus âgés sur aussi les relations avec les autres et puis aussi dans leur exploration de leur identité. C'est aussi un outil qui peut permettre d'avoir accès à un monde qui, dans le monde en personne, est inaccessible à certains enfants ou aux adolescents. Alors, pour les adolescents, l'impact des technologies numériques dépend tout d'abord du type d'activité, évidemment. Jouer avec des jeux vidéo, utiliser les réseaux sociaux ou utiliser les outils numériques pour s'informer, pour explorer des contenus auxquels on n'a pas accès. Voilà, ce sont des choses extrêmement différentes. Donc, il faut arriver à différencier ces usages. Chacun de ces usages aussi comporte des risques qui sont propres, qui dépendent de l'environnement numérique, des plateformes auxquelles on est confronté. Donc ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Le risque auquel on est confronté de l'exposition à des contenus ou à des conduites qui peuvent être négatives est très différent selon les usages. Et puis, surtout, et là c'est un point que met en avant la littérature et qui est peut-être insuffisamment prise en compte dans les discussions que l'on a, c'est aussi la motivation avec laquelle les outils numériques sont utilisés, et notamment les réseaux sociaux, sont un paramètre très important qui détermine en fait ce que l'on attend les perceptions, ce que l'on attend des réseaux sociaux, et donc le fait d'être plutôt déçu parce qu'on ne va pas y trouver ce qu'on y recherche, que les adolescents y recherchent, ou au contraire avoir un effet bénéfique. Et par exemple, si je prends l'exemple des réseaux sociaux, ce que certaines études tentent à montrer, c'est que lorsque les réseaux sociaux sont utilisés pour se comparer socialement ou comparer son apparence, là, on peut avoir un effet négatif parce qu'on est confronté à des contenus qui, comme c'était dit dans le documentaire, qui ne reflètent pas la réalité et donc on va être déçu par cette comparaison. Et puis aussi un paramètre qui semble assez important, c'est beaucoup d'adolescents rapportent qu'ils utilisent les réseaux sociaux pour échapper à des émotions négatives. Voilà, un bien-être assez bas. Et ce qu'on trouve avec nos chiffres, c'est que 46% des enfants de 11 à 15 ans dans l'OCDE rapportent que l'une des motivations d'utilisation des réseaux sociaux, c'est pour échapper à des sentiments négatifs. Et là, évidemment, les enfants, les adolescents ne trouvent pas le réconfort souhaité toujours dans les réseaux sociaux et donc on peut lier disons l'utilisation des réseaux sociaux avec un bien-être assez pauvre. On peut trouver aussi une dynamique du coup en fait si on n'a pas trouvé le premier jour le réconfort qu'on trouvait, donc on va peut-être aussi faire une consommation plus intense des réseaux sociaux et sans toujours retrouver le réconfort qu'on souhaitait. Donc voilà, donc il existe des facteurs de vulnérabilité. Le contexte aussi familial est un facteur qui peut extrêmement déterminer l'impact. Et puis, dernière chose, ça a déjà été rappelé par le secrétaire général, mais les usages et les conséquences de ces usages pour les filles et les garçons ne sont pas exactement les mêmes, ils ne sont pas exposés tout à fait aux mêmes risques. En gros, on trouve que les garçons
ont un risque de devenir addictifs aux jeux vidéo plus important que les filles. Les filles, en revanche, sont un peu plus souvent victimes de cyberharcèlement. Et puis, elles rapportent aussi plus de comportements problématiques des usages sociaux. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Olivier, je pense que c'est très clair que c'est un sujet qui est très complexe. Tu as parlé de certaines de ces relations et on va sans doute revenir avec les experts du panel sur certains de ces résultats. Before we do that, let me take... Je vais prendre un petit peu de recul et commencer par une question concernant les avantages de ces outils. C'est ce qu'a souligné le documentaire. Alors, si vous deviez réaliser un film qui cible avant tout les avantages de ces technologies, quel est le grand avantage que vous mettriez en lumière? Si vous devez refaire ces films et peut-être insister plus sur les avantages, quel est l'avantage clé que vous mettrez en avant? Merci. Merci pour votre invitation. Je parle en anglais ou en français? Très bien. Déjà, merci pour votre invitation. Merci aussi aux élèves, parce que quand je vois les entends parler, je me dis que je dois les remercier pour tout ce qu'ils nous ont délivré comme information. Avant de parler des aspects positifs, je voudrais souligner quelque chose qui est un angle mort de l'analyse de l'impact des écrans dans la société, selon moi, absolument majeur. Alors, j'ai l'occasion d'en parler à la LCDE. Quand on parle des écrans, bien sûr, mémoire, attention, concentration, c'est vrai. L'impact est bien réel. On parle de l'impact sur le sens de l'effort, le goût de l'effort, tout est facile, c'est vrai, les enfants ont moins le goût de l'effort. On parle du harcèlement, on parle aussi des fake news, on parle des contenus inappropriés, c'est vrai. On va parler de l'impact sur la santé, le sommeil, au premier chef, c'est absolument vrai. Mais il y a un angle mort qui est pourtant absolument majeur, c'est l'impact de ces outils sur le langage des enfants. Je tourne beaucoup autour du film partout en France pour, on va dire, prêcher la bonne parole ou au moins ouvrir le débat dans les communes sur ce sujet pour que les gens s'emparent de la question. Il apparaît très nettement que tous les profs le disent, le langage s'étiole, le langage s'érode, le vocabulaire des enfants se réduit, mais plus grave, leur capacité d'expression, leur capacité syntaxique à exprimer des idées clairement et à argumenter entre eux diminue. Tous les professeurs auxquels je parle en font état. Comment comprendre ça? Pourquoi? Et là, ça va changer un petit peu, je pense, l'analyse par rapport au fait d'être seulement sur l'enfant et l'écran. Mais c'est que la problématique, c'est qu'il y a deux raisons principales à ça. C'est d'abord la réduction drastique des échanges langagiers dans la famille, entre amis. Tout le temps qui est pris par ces outils est cannibalisé sur les temps d'échange langagiers. Ce qu'il faut comprendre, et pour déculpabiliser absolument tous les parents, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment prendre en compte, il y a bien sûr la dimension addictive de ces outils qui rivent les parents, les adolescents, tout le monde dans la famille dessus. Mais il y a une chose qui, indépendamment de toute dimension addictive, est redoutable et en train de tous nous piéger. J'ai vu aussi les comportements pendant la projection, et je ne juge personne, je suis comme vous, c'est les communications. Le nombre exponentiel et la croissance exponentielle de communication que chacun d'entre nous gère, avec des canaux WhatsApp, des social media comme Facebook, Instagram, etc. Un adolescent, on parle de 300 à 400 messages jour en dehors de son activité scolaire. Et pour les parents, c'est pareil, les mails, etc. Tout ce temps qui nous réabsorbe et nous ramène incessamment, puisqu'on parle de 3 à 4 messages minutes pour des adolescents, nous coupe de toute relation langagière. Comment apprendre à parler? Sans parler. Qui peut apprendre à faire quelque chose sans parler? Et aujourd'hui, pour la très petite enfance, c'est un sujet majeur. J'étais avec des crèches avant-hier, il y a un sentiment d'alarme, parce qu'en fait, les enfants, de facto, on est pris par ces communications et les enfants entendent moins de langage. Le bain langagier dans lequel ils vivent les 5 premières années conditionne
la suite. C'est conditionne évidemment toute la richesse, comment ils appréhendent la richesse du langage. Et puis évidemment, un point que j'aimerais vraiment souligner, parce que les écrans sont pour nous tous, y compris les adultes, les adversaires, c'est la lecture. La lecture de livres est capitale pour un enfant. C'est une machine à fabriquer l'intelligence de l'enfant. Tout le démontre. J'ai écrit un livre sur le sujet en allant chercher les études sur l'impact de la lecture sur la réussite scolaire de l'enfant. Il est véritablement capital. Et mon expérience de prof, j'ai des élèves en foyer, vous l'avez vu, qui réussissent très bien, mais elles lisent toujours. Donc c'est un point fondamental. Et Gilles, excuse-moi, je ne veux pas vous couper, mais il y a beaucoup d'intervenants. Si vous voulez bien, je vais vous redonner la parole par la suite, peut-être, pour parler des aspects positifs. Ouais, 30 secondes, oui. Les aspects positifs. On m'entend? Oui. L'aspect positif, pour moi, qu'on peut avoir les écrans, c'est véritablement une question de graduation dans le temps. C'est-à-dire que je vois très mal l'impact positif d'un écran individuel pour un enfant de 0 à 5 ans. J'ai beaucoup de mal à le percevoir personnellement. En revanche, ça a été dit, et ça c'est très important, mais parce que ces supports d'échange langagier, c'est visionner des choses sur écran avec les parents, accompagnés. Parce que là, ça s'accompagne d'une analyse de ce qu'on voit sur écran, d'échanges langagiers qui sont favorables à l'enfant. Peut-être que certaines applications pour apprendre le langage ou les réseaux plus tard, quand ils échangent avec des correspondants, on pourrait dire, de langue étrangère et en anglais en particulier, peuvent favoriser le langage. Mais tout est une question de graduation et réellement, il faudrait quand même dire une fois pour toutes qu'en dessous de 5 ans, bon la télé tout le monde y est, hein, donc les enfants voient déjà la télé, il n'y a rien à y faire, mais avoir un enfant sur écran individuel en dessous de 5 ans, c'est véritablement très néfaste. Merci beaucoup. Thank you so much. So I'm going to open the floor to... Merci beaucoup. Je vais aussi donner la parole aux autres panélistes et on va peut-être commencer avec vous, Andrew. Quel serait l'un des avantages que vous pourriez partager avec nous de l'utilisation de ces écrans? Oui, en tant que chercheur, ce que je peux dire, c'est qu'on a examiné les données qui remontent aux dernières 20 années pour des millions de personnes de 168 pays. Et on a examiné toute une série de résultats en termes de bien-être. Bien-être social, développement social, liens familiaux, liens avec les autres, résultats de santé physique, de santé mentale, etc. Et c'est un sujet, bien sûr, où il y a beaucoup d'opinions différentes et beaucoup de préjugés, de notions préconçues. Nous, on a analysé les données de 33 000 mails différents et dans 85%, la corrélation entre bien-être et le fait d'avoir accès aux technologies dont on parle aujourd'hui sont positives. Dans 14% des cas, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de corrélation et dans 0,4% des cas, la corrélation est négative. Et comme on l'a vu dans le film, dans le documentaire tout à l'heure, les corrélations négatives sont si un très jeune enfant ont utilisé Internet, souvent c'est une femme, et cet impact négatif donc concerne des très jeunes femmes. Et ces jeunes femmes ont l'impression que la ville où elles vivent, si elles se sentent isolées, si elles n'arrivent pas bien à s'intégrer, elles vont utiliser ces technologies. Andrew, I think maybe we'll... Très bien, on va revenir sur ce point parce que bien sûr le rapport a également utilisé des données probantes et ça montre bien la complexité. Et il y a toujours des données en cours et parfois les données sont lacunaires pour certains aspects. Mais bien sûr, tout commence avec les données, surtout à l'OCDE. Et ce que vous venez de souligner, c'est qu'il y a des groupes particulièrement vulnérables, donc c'est pas partout. Et donc les jeunes femmes, vous avez souligné, c'est un groupe particulièrement vulnérable et c'est tout à fait ce qui ressort également dans le rapport. Alors, Noah, pour vous, quels sont les principaux avantages des appareils numériques pour les enfants et les jeunes adolescents? Avec un microphone, s'il vous plaît. Oui, d'après mon expérience en tant qu'adolescente en ligne,
s'il y a un avantage, c'est l'accès à l'information. Moi-même, je suis informaticienne, mais c'est parce que j'ai trouvé des informations en ligne. Je ne savais pas quoi étudier et c'est grâce à l'information que j'ai décidé d'être informaticienne. Ces outils ils donnent des informations aux adolescents qui leur permettent d'être indépendants. La plupart de mes amis n'auraient pas fait les études qu'ils font s'ils n'avaient pas obtenu des informations sur Internet. Quand on est jeune, on connaît quelqu'un métier, pompier, médecin, policier, avocat peut-être, si vous êtes dans certains milieux, mais normalement, on ne connaît pas les métiers, on ne sait pas quoi faire de notre vie. Et l'Internet, ça nous permet de voir quelles sont les expériences d'autres personnes. Je peux par exemple entendre des informaticiens, et encore plus important, des informaticiennes de mon pays ou d'autres pays, et ça me permet de comprendre ce que je peux faire. D'après l'examen PISA en 2022, 88% des enfants de 15 ans ont utilisé des dispositifs pour apprendre pendant au moins 2 ans par semaine. Et ça, c'est forcément positif parce que ça montre bien que les enfants sont curieux, qu'ils veulent apprendre. Et ces dispositifs permettent justement d'alimenter cette curiosité. Ça leur permet de construire des connaissances, d'avoir accès à des informations. Alors maintenant, c'est plus facile parce qu'on n'a plus besoin d'aller à la bibliothèque, de chercher un document ou un livre. C'est plus facile, mais ça nous permet d'avoir accès à des informations et ça, c'est important pour la société à l'avenir, pour nous, pour prendre des décisions éclairées et pour pouvoir s'épanouir en tant qu'individu. Merci. Merci beaucoup. Vous l'avez très bien exprimé, donc l'accès à l'information, mais également stimuler la créativité, si tout est fait, bien sûr, de manière judicieuse et avec la bonne supervision. Judith. Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. J'ai beaucoup aimé comme vous avez commencé justement avec cette question sur les aspects positifs. Et j'ai beaucoup aimé également le documentaire qui nous montre des aspects négatifs. Moi, je commencerai avec un témoignage personnel, parce que j'ai grandi dans les années 70, 80 dans un pays communiste, à l'époque, la Hongrie. J'étais enfant, puis adolescente à cette époque, donc juste avant les grands changements politiques en Hongrie. Et j'avais beaucoup de chance parce que ma famille, mes parents sont tous les deux médecins et ils avaient un téléphone. Mais quand on parlait, l'autre personne ne pouvait pas parler. Il fallait vraiment parler à tour de rôle. Et quand je suis allée à l'école, si je voulais communiquer avec mes amis, if I had phoned, then my si je téléphonais, mes parents, bien sûr, avaient une conscience sociale et donc, bon, ma fille a grandi au début du XXIe siècle et il y avait déjà des réseaux sociaux et moi j'avais beaucoup de craintes par rapport à ces réseaux sociaux. Au départ, elle voulait utiliser Facebook. Ensuite, après longtemps, j'ai décidé de vérifier sur Facebook ce qu'elle y mettait. Et j'avais jamais utilisé Facebook. Je l'ai fait parce que ma fille m'a motivée à le faire. Et c'est ma fille qui m'a éduquée. Elle m'a dit, maman, tu fais pas ce qu'il faut faire, ce que tu fais c'est totalement débile. Ça montre bien que c'est très difficile pour les parents. Mais moi j'étais vraiment étonnée de voir que ma fille, elle pouvait utiliser Facebook pour communiquer. Il y avait des groupes, il y avait des conversations, il y avait des blagues. Et c'était vraiment formidable. Et donc, je crois que c'est quelque chose de positif parce que ça permet d'avoir des groupes, de communiquer avec ses amis de manière informelle. On peut trouver des informations, par exemple, qu'est-ce qu'on a comme devoir, ou bien on peut communiquer
des blagues, des plaisanteries. Voilà, c'est une expérience, c'est un témoignage vraiment personnel en tant que maman. Mais d'autre part, si on parle de choses positives, en tant que psychologue qui fait un travail clinique tous les jours avec des enfants, avant le Covid, beaucoup de mes patients, s'ils voyageaient à l'étranger, eh bien, ils me disaient, on veut vous garder, comment on peut vous continuer à vous consulter même si on habite à l'étranger. Parce que ça sera difficile parfois d'aller en Hongrie pour vous consulter. Donc maintenant, c'est beaucoup plus facile, surtout avec après le Covid, parce qu'on a utilisé tous ces différents dispositifs. Donc maintenant, on peut proposer des consultations en ligne. Évidemment, c'est pas la même chose qu'en face à face, mais au moins, c'est une possibilité. Moi, je dis évidemment à mes patients, venez si vous pouvez à la clinique. Mais si c'est pas possible, parce qu'ils sont à l'étranger, par exemple, eh bien, c'est formidable d'avoir ces dispositifs. Oui, merci pour ce témoignage. C'est également ce qu'on a constaté dans nos données, c'est-à-dire que les jeunes nous disent on arrive à mieux communiquer, on communique davantage. Là, bon, c'est plutôt une question de savoir si les communications sont forcément pertinentes ou de qualité. Mais l'exemple que vous avez partagé, et l'exemple également pour le Covid, pour les consultations en ligne, ça c'est également très intéressant parce que ça nous permet de faire des choses à distance lorsque ce n'est pas possible de le faire en présentiel. Donc c'est des nouvelles opportunités, même si parfois, et avec des cas cliniques, bien sûr, le présentiel, parfois, je pense, surtout avec des enfants, ça peut être très très important. Voilà, je me tourne maintenant vers Andrew. Peut-être qu'on peut parler un petit peu du rapport. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, mais peut-être que vous pouvez réagir. Et bon, vous avez déjà parlé de vos propres recherches, mais on peut peut-être parler de la relation très complexe entre utilisation des technologies numériques et bien-être. Oui, si vous tapez mon nom sur Google, vous pouvez lire tous les articles universitaires que j'ai essayé d'écrire de manière très claire. Moi, j'ai une formation de littérature et pas de sciences des données, donc j'ai fait de mon mieux. Mais je crois que c'est important de comprendre le cadre conceptuel et comment on peut apprendre. Et bon, vous connaissez tous l'histoire de scientific or not, is Boucle d'or et les trois ours. Alors, on a la nourriture des ours qui est pas très intéressante. Bon, surtout si ce petit déjeuner, ces céréales, elles sont froides. Ensuite, si elles sont réchauffées, c'est déjà plus intéressant. C'est comme les protons en sciences, tout d'un coup, tout le monde va s'y intéresser, tout le monde va en parler. Mais il y a un contrôle scientifique, c'est-à-dire qu'il faut démontrer comment ça fonctionne, que par exemple le synchrotron va consommer suffisamment d'énergie. Dans ce rapport de l'OCDE, et c'est ce qu'on a vu également dans le documentaire, et c'est ce que je constate dans ma vie en tant que parent, on a le sujet boucle d'or qui va attirer notre attention, mais on n'a pas le contrôle, on n'a pas la supervision. Donc on parle beaucoup de bien-être, on parle beaucoup d'attention, on parle beaucoup de santé mentale, mais on n'a pas forcément le regard scientifique que l'on a lorsqu'on parle de physique quantique, par exemple, ou de neurologie. On parle beaucoup d'addiction, par exemple. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'addiction? Bon, tout le monde comprend un petit peu ce que veut dire ce terme, mais si on va mesurer l'addiction, comment est-ce qu'on définit ce terme? Dans le rapport, on utilise ce terme, mais mes collègues ont montré qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, des enquêtes de cette manière, avec des termes non définis. Et 68 personnes
des personnes peuvent être également accros à leurs amis hors ligne si on utilise cette même méthodologie. Et pareil avec le temps d'écran. Si vous demandez à quelqu'un, quel que soit leur âge d'ailleurs, combien de temps est-ce que vous passez sur vos dispositifs, ce n'est pas une question judicieuse. Parce que les gens vont vous dire une chose, mais ça ne correspond pas du tout en général à la réalité. Ce qui est intéressant, c'est que 84% de ce qui est mesuré lorsque quelqu'un renseigne une enquête, 84% de cette variabilité, c'est justement ce qui va ensuite permettre de tirer la conclusion de dépression, anxiété, etc. Donc, lorsqu'on a une méthodologie beaucoup plus scientifique, on voit que les sentiments, par exemple, de dépression ou d'anxiété, sont souvent non corrélés à l'utilisation des dispositifs. Par exemple, on sait que la motivation est très importante chez les jeunes et également pour les règles qu'imposent les parents. On sait que les restrictions, ça ne fonctionne pas. Comme l'abstinence ne fonctionne pas pour l'éducation sexuelle, ça ne marche pas non plus pour la technologie. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la partie obscure d'Internet. La partie obscure d'Internet, c'est là où on va exploiter sexuellement des enfants, où il y a des abus sexuels. C'est là où il y a des groupes qui essaient justement de sortir les gens des réseaux sociaux dans des espaces non modérés. La recherche nous montre que la pire chose que vous puissiez faire, c'est de demander à un jeune d'être honnête avec vous en tant que parent ou enseignant et perdre une partie de leur vie sociale et de leur identité. Écoutez, c'est extrêmement important et recueillir des données probantes, c'est extrêmement important. Mais tirer des conclusions sur la base de ressentis, et ça c'est vraiment une frustration dans ma vie quotidienne et dans ma recherche, parce que si vous travaillez sur le ressenti des gens, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir développer une politique, notamment une politique de santé. Et donc il faut prendre tout cela beaucoup plus au sérieux. Oui, alors effectivement, ça va sans doute faire objet de débat ici, et c'est justement ce qu'on recherche. Dans ce rapport, bien sûr, ce qu'on dit, c'est que ce débat, il est toujours en cours. Il y a une très longue liste d'études très intéressantes qui ont été comprises dans la bibliographie, y compris vos articles. Et la communauté scientifique débat toujours de ces questions. Et donc, notre intention, c'est d'en faire beaucoup plus pour mieux comprendre toutes ces problématiques. Alors, je vais me tourner vers les autres experts qui seront peut-être pas forcément d'accord avec vous, pas forcément en désaccord avec tout ce que vous avez dit, mais bon, pour ce qui est de l'utilisation excessive de la technologie, c'est ce qu'on dit. On dit que le problème, c'est pas la technologie, c'est l'utilisation excessive de la technologie, une technologie qui n'est pas utilisée de manière judicieuse. Vous avez évoqué la motivation, ça aussi c'est très important, ça me frappe, parce que en tant que maman, là, la question est de savoir comment on motive nos enfants et comment on fait en sorte qu'ils restent motivés. Donc oui, ça c'est un défi, mais on commence tout juste, je crois, à voir les tensions. Donc je vais donner la parole maintenant à Judith, qui va pouvoir réagir sur le rapport, mais également sur ce que Andrew vient d'évoquer. Mike. Thank you. So, I think what is very important. Ce qui me semble fondamental, Andrew, vous parliez d'association ou de corrélation. En parlant d'usage excessif, et les mots, là, comptent plus que tout. Et dans le rapport, les mots sont employés de façon très prudente, employés avec soin. Côté avantage, nous évoquions l'usage utile d'Internet, des écrans, et ainsi de suite.
Et c'est formidable que ces outils existent dans notre monde. Mais une utilisation excessive devient problématique. Alors, qu'est-ce que l'on entend par excessif? Ça, c'est à définir. En tout cas, on a affaire à des liens de corrélation ou d'association. Et c'est là que c'est important parce qu'en tant que clinicienne, je rencontre des patients et patientes qui ont des pathologies ou des troubles mentaux préexistants. Ce que je vois dans ma pratique clinique, au contact des enfants et des adolescents, et quand je dis enfants, je dirais de 0 à 18 ans, les adolescents, disons de 12 à 18 ans, les jeunes adultes représentent aussi une catégorie passionnante. Il est fondamental de penser particulièrement aux groupes vulnérables et de les distinguer des enfants ou adolescents sains ou d'un développement typique. Et je pense qu'il convient de bien protéger ces enfants en particulier. Parce que ce que nous constatons, c'est que les enfants autistes qui ont des troubles de l'attention, qui souffrent d'anxiété ou de dépression, ce sont des enfants qui souffrent déjà de ces troubles et ils sont bien plus vulnérables face à ces évolutions numériques. Vous parlez de dopamine dans le film. Ça, c'est vraiment le grand problème. C'est ce que nous savons de ces troubles du développement, comme le trouble de l'attention. Ces enfants ne sécrètent pas assez de dopamine et ils en recherchent à l'extérieur. C'est ça le grand danger de ces technologies. C'est que les enfants sont particulièrement sensibles et ils sont plus sujets à l'addiction. On ne peut pas dire qu'ils souffrent de troubles de l'attention en raison des appareils, mais les technologies et les appareils ont tendance à exacerber les troubles de l'attention. Et je pourrais parler des heures également au sujet des troubles de l'anxiété et de la dépression, mais je vais m'en tenir à lancer un signal d'alerte à l'endroit des parents. En fait, il faut travailler avec les parents de façon très sensible. C'est difficile d'être un parent ou un parent suffisamment bon, a good enough parent en anglais. C'est une mission, c'est une très belle mission, extrêmement délicate. Mais à partir du moment où on a un enfant qui souffre de troubles somatiques ou de la santé mentale, c'est encore plus difficile ce rôle de parent. Et donc, accuser les parents, attention. Lorsqu'on a un enfant qui a un trouble de l'attention, c'est encore plus difficile. Et tous les parents que je rencontre dans le cadre de ma pratique clinique souffrent particulièrement face à ces technologies. Romina, je vais donner la parole à Gilles. Sur cet aspect. I can speak in English. Je peux parler anglais si vous le souhaitez. Vous vous souviendrez qu'une étude a été réalisée en interne sur Instagram qui montrait que 30% des jeunes femmes souffraient de troubles de type dépression. Ce qui est peu abordé, c'est la puissance des entreprises concernées.
elles elles manipulent des technologies persuasives, elles construisent des algorithmes très puissants que les adultes ont du mal à déjouer. Il est donc très dangereux, tout cela pour un enfant. Un jeune enfant, c'est très fragile. Il faut les protéger. Ensuite, on peut introduire ces outils. Mais il faut rappeler la dimension addictive de ces outils et qui est conçue de façon qui ont su sciemment par ces entreprises. Alors pourquoi les excès? Il y a des questions de communication. Tout le monde aime communiquer. Nous passons beaucoup de temps à communiquer par le biais notamment des réseaux sociaux et les algorithmes, tout le contenu que vous consultez, il est très séduisant, attractif. L'idée donc, c'est de protéger. Et là, je suis entièrement d'accord avec vous. Le point clé, c'est l'éducation. L'interdiction, moi, je n'y crois pas trop. Je doute que cela fonctionne. Néanmoins, nous devons protéger les enfants. Comment veiller à ce qu'un enfant de 6 ans n'ait pas accès à des contenus sur le téléphone? C'est ça la grande question. Le reste, ça repose sur l'éducation. Nous parlions de motivation. Il faut motiver les enfants vis-à-vis des avantages que représentent les technologies, mais également le sport, la lecture, parce que tout ça, c'est fondamental. Merci, dit Romina. Et je me réjouis que nous cheminions à présent dans notre débat vers des solutions. Il nous reste 15 minutes. Et je tenais à donner la parole à Noah. Est-ce que vous aurez des propos au sujet du débat ou du rapport en tant que jeune? En tant que jeune utilisatrice des réseaux sociaux, j'ai eu un téléphone quand j'avais 11 ans. Nous parlons d'éducation, de l'importance de l'éducation. C'est ce que montrait le documentaire de façon très claire. Dès qu'on me pose la question des solutions, je fournis la même réponse, l'éducation. Alors, quand on dit éducation, on pense école, établissement scolaire, on pense comment expliquer aux enfants comment utiliser les réseaux. Mais l'éducation, elle ne doit pas viser uniquement les enfants et les adolescents. Lorsque je me suis, dès que je lis un article sur les problèmes que représentent les outils technologiques, lorsque je lis un rapport comme celui de l'OCDE, souvent on dit l'utilisation des jeunes ou des enfants doit être encadrée par les adultes. Accompagner. Il faut accompagner, éduquer les enfants, les adolescents, il faut des contrôles parentaux, et c'est vrai. Néanmoins, la question que je nous pose, c'est de savoir comment les parents peuvent m'encadrer s'ils ne savent même pas utiliser ces outils. Moi, j'ai 19 ans, vous le disiez à l'instant. Moi, parfois, je me fâchais contre mes parents. Lorsque j'ai adhéré au conseil quand j'avais 15 ans, on nous disait tout le temps, les parents doivent faire ci, doivent faire ça, vous guider, vous accompagner. Et je me disais, mais c'est moi qui apprends à mes parents à se servir de ces outils. Et ça, c'est vrai, je crois, pour la grande majorité des gens de mon âge. Et je pense que c'est vrai aussi de vos enfants. Quoi que vous soyez impliqué dans cette réflexion sur les solutions. Mais là, le parent lambda ne sait pas comment se servir des réseaux sociaux, des appareils. Et donc, si vous demandez aux enfants de ces gens-là, des enfants ou des adolescents âgés de 16 à 18 ans, eh bien, ces adolescents vous diront que c'est eux qui apprennent à leurs parents à se servir des outils. Alors, Instagram, ou plutôt, mes parents ont installé Instagram pour vérifier comment je m'en servais. Et donc, c'est moi qui leur ai appris ensuite comment consulter les posts. Parfois, je me disais, mais ils ne font aucun effort, c'est pas possible. Mais parfois, lorsqu'on cherche des solutions,
et qu'on essaye de convaincre ces grandes entreprises, quand on demande aux décideurs d'agir, moi je me pose aussi la question. Parfois on nous dit les informations elles sont en ligne, c'est pas compliqué, il suffit de lire les rapports. Parfois, même lorsqu'on dispose des compétences techniques pour avoir accès au rapport, parfois on a du mal à comprendre ce qu'il y a dans le rapport, savoir où chercher les informations. Moi, mes parents, ils n'ont pas du tout guidé mon utilisation des réseaux sociaux, l'école non plus, mais moi je voudrais que les choses s'améliorent pour les jeunes qui viendront après moi. J'aimerais que les jeunes soient éduqués, instruits. Les parents, ils participent à des réunions à l'école, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas les former pour que les parents sachent les outils qui existent? Comment est-ce que les parents peuvent se servir du contrôle parental sans savoir ce que c'est? Comment est-ce que nos parents pourraient identifier les risques, les signes de harcèlement, de cyber-intimidation, si les parents ne savent pas où aller chercher ce type de signes? L'éducation, l'enseignement, c'est fondamental. Parce que l'information, c'est le pouvoir. Et pour que les jeunes soient guidés, il faut que les parents soient équipés de connaissances. Les parents ou les adultes qui les entourent. Il faut que les adultes connaissent ces outils. Le documentaire parle d'éduquer les enfants. On leur dit c'est pas bien, il ne faut pas utiliser les réseaux sociaux. Mais il faudrait peut-être former les parents, de façon à ce que les enfants consultent les parents en disant j'ai un problème, les parents sachent comment faire face. Parce qu'à nouveau, là je cite mon propre cas, lorsque j'ai eu des problèmes en ligne, je me demande est-ce que ça vaut la peine d'en parler à mes profs, à mes parents? Ils ne savent même pas se servir de TikTok. Comment est-ce qu'ils vont m'aider pour faire face aux problèmes que je rencontre? Ils ne connaissent pas le code, ils ne connaissent pas le langage, les ressources. C'est ça vraiment qui est fondamental. Il faut éduquer la population autour des élèves aussi. Entièrement d'accord, dit Romina. C'est juste, il faut éduquer les parents. Sans les stigmatiser, bien entendu, sans les accuser. Vous disiez à juste titre qu'il faut connaître les outils, il faut être formé. Et vous savez très bien comment fonctionnent les outils techniques. Là, nous parlons non seulement d'éducation, mais de sensibilisation, de conscience des risques. Et là, chaque génération a son rôle à jouer. Au moment de comprendre les conséquences qu'induisent des usages excessifs et problématiques des réseaux sociaux. Nous prenons de fait un usage différencié des technologies. Cela a été dit à plusieurs reprises, l'interdiction n'est pas la solution, quoique j'ai entendu des remarques intéressantes concernant l'adaptation en fonction des âges des mesures. Parce que les enfants se développent, bien entendu, et lorsqu'ils sont très jeunes, ils sont encore plus vulnérables. C'est ce que montre le rapport et ce que montrent aussi certaines mesures adoptées par les pays. Parlons donc des actions entreprises par les pays. Il y a quelques observations que tu veux partager. Voilà, sous les interventions, peut-être revenir un petit peu sur les résultats, ce qu'on a mis dans les rapports à ce sujet. Pour reprendre ce qui a déjà été un peu évoqué, c'est d'abord le point principal, c'est que il ne suffit certainement pas d'interdire, mais il est important de mettre en place une politique globale, c'est-à-dire intersectorielle, qui implique les différents acteurs, à commencer par les fournisseurs de services numériques. C'est eux qui doivent protéger et mettre en place par le développement de technologies appropriées,
des sécurités qui permettent de respecter la vie privée des enfants et puis de tous les utilisateurs, qui préviennent aussi la diffusion de contenus inappropriés ou l'exposition des enfants à des conduites ou à des contenus nuisibles, et qui offrent aussi des mécanismes de signalement qui soient accessibles, compréhensibles, comme on l'a dit par les enfants, compréhensibles par les éducateurs, par les parents et par tous les acteurs. Le deuxième point, c'est éduquer, je ne vais pas reprendre, éduquer les enfants, mais aussi éduquer les éducateurs et éduquer les parents et leur offrir aussi certaines directions pour mettre en place des mesures appropriées, pas forcément d'interdiction. Ce que montrent aussi les recherches, c'est que la fixation de limites et de restrictions est évidemment nécessaire, mais elles ne suffisent certainement pas. Et puis qu'il faut aussi que les parents s'interrogent sur leurs propres pratiques. C'était bien mis en avant dans le documentaire, et que ce qui est essentiel pour que les règles soient respectées dans un cadre familial, par exemple, c'est que on discute ensemble de règles à suivre, pas simplement pour les enfants, pour qu'ils les acceptent, mais aussi par l'ensemble des... Tout à fait. On voit des recommandations sur l'organisation de plans d'utilisation familiale de ces outils numériques. Et puis aussi, pour répondre un peu à votre question, les aînés dans une famille aussi peuvent jouer un rôle dans l'éducation et l'accompagnement des plus jeunes. Donc voilà. Politique globale et politique aussi agile, parce que c'est un secteur qui est en constante évolution, et donc il faut aussi se doter de moyens de pouvoir suivre ces évolutions et d'adapter les politiques en fonction de ces évolutions. Gilles, je vais vous donner la parole parce que je sais que malheureusement vous devez nous quitter bientôt, donc voilà, à vous. Oui, je dois partir pour une projection du film et justement des échanges avec des jeunes enfants et leurs parents. Juste, je voulais dire une chose pour conclure, qui a été peu abordée. C'est une phrase d'Alain Damasio qui dit « Nous passons de plus en plus de temps dans notre vie à caresser une vitre ». C'est juste pour rappeler que ces outils là nous posent une question sur le développement de nos capacités empathiques, la coupure du lien humain qui a lieu d'une manière générale dans la société pose question, et particulièrement pour les enfants. L'amour, c'est globalement le parent pauvre de cette généralisation du temps passé sur écran. C'est un peu ça ce qui passe à l'as le plus souvent. C'est bien triste, mais c'est assez vrai. On a beaucoup d'enfants qui nous font état d'une forme de déficit affectif, d'un manque, que ce soit avec leurs parents ou surtout avec leurs frères et sœurs, la sœur disant « sors, je suis sur mon réseau », le frère sur son jeu. Et donc il y a beaucoup moins d'échanges aussi affectifs. Et je conclurai là-dessus. On est dans un univers de machines, les machines sont de plus en plus, ça va très vite, ça change tout le temps, il y a l'intelligence artificielle qui arrive, etc. Donc on est tout le temps à courir derrière, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les machines sont en train de faire mieux que nous. On le sait très bien sur plein d'aspects techniques. Le radiologue dont les radios dont la machine analyse mieux les choses. Par exemple, il y a plein de métiers techniques qui vont avoir moins de force, on va dire, et il y a une compétence qui, dans ce cadre-là, sera inestimable, ce sont les compétences psychosociales de nos enfants. Ceux qui auront les compétences psychosociales auront un avantage indéniable parce que ça, la machine ne les a pas encore. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour conclure. Merci beaucoup et surtout merci encore aujourd'hui, pas de problème. I'm going to now ask... Je vais redonner la parole à Andrew pour évoquer certaines pistes de solutions. Alors, ça va pas être très joli, pas très agréable à entendre, mais ce sont des vérités nécessaires pour éviter les évolutions que nous avons connues
avec les jeux vidéo violents et ainsi de suite. Alors il faut essayer d'arrêter l'hémorragie. La grande cause des accidents sur la route, c'est la conduite en état de distraction. On trouve des milliers d'adultes qui sont morts. Ils meurent avec un téléphone dans la main et parfois avec un enfant dans la voiture. Les données ne sont pas idéales, mais il y a de 10 à 100 fois plus d'enfants qui font l'objet d'abus sexuels. Et ça, c'est facilité par les technologies. Il y a plus d'abus sexuels que de formes de cancer infantile. On peut parler de temps d'écran, de mots et ainsi de suite. Mais il faut peut-être tout simplement plus d'agents de police. Il faut retirer plus de permis de conduire. Si c'est vraiment leur bien-être que nous avons, qui nous tient à cœur. Alors cet agacement que nous ressentons, il est scientifique en partie. Et puis on a aussi affaire à vraiment des enjeux financiers et économiques. Les données brassent des milliards de données et alors si les enfants comptent pour nous, il faudrait que les recettes fiscales prélevées auprès des géants de la tech soient consacrées aux établissements scolaires, plutôt qu'à acheter des armes ou des bombes. Ces entreprises, lorsqu'elles s'acquittent de leurs impôts, lorsqu'elles le font, grâce à certaines actions, eh bien, ces recettes fiscales doivent être affectées pour protéger leurs enfants. Ce sont des sommes colossales qui sont concernées. Et je le martèle encore une fois, les données, c'est fondamental. Nous devons protéger les jeunes, nous devons leur donner les moyens d'agir, les rendre acteurs et actrices de leur destin. Nous investissons dans les géants de la tech, nous créons de grands dispositifs pour comprendre comment fonctionne l'univers à la frontière franco-suisse, mais pas aux États-Unis. Alors pourquoi? Parce que Mark Zuckerberg, c'est déjà un accélérateur de particules. Donc l'idée qu'on leur laisse nos données pour qu'ils puissent vendre de la publicité sans avoir la moindre curiosité concernant les usages des technologies par nos enfants, c'est choquant. Alors tout ce qu'on a dans le rapport, eh bien, agissons, mais restons réalistes. Si ce que nous avons vraiment à cœur, c'est de protéger nos enfants, il y a des choses simples à faire, mais c'est un enjeu de volonté politique. Et je ne vais pas vous dire que c'est facile, je ne vais pas vous mentir. Lorsque la dame du cabinet des ministres était présente, nous leur avons transmis des recherches sur les temps d'écran. On leur a proposé des pistes et ils nous ont dit « Ah, je suis désolée, c'est pas compatible avec nos politiques qui sont en place actuellement en France. » Merci, dit Romina. Vous avez déployé plusieurs idées riches. Judith. Nous approchons de la fin de la manifestation. Je vais vous demander de vouloir donc faire preuve d'autant de concision que possible, mais voilà, laissez-vous le temps pour répondre à la question sur les solutions et les interventions. Nous avons abordé de nombreuses thématiques passionnantes, l'éducation, l'enseignement, des élèves, des parents, du corps enseignant. Et votre expérience corrobore la mienne, notamment ce qui concerne les parents.
il faut aussi interagir avec les entreprises. Des recherches effectuées avec un sociologue et moi-même nous encourageaient à réfléchir aux usages du journalisme, des médias. Il y a eu un cas ou plutôt, on constate que lorsqu'on parle de suicide dans la presse, cela peut en encourager d'autres malheureusement. Moi j'ai échangé avec des journalistes et je leur disais que il faut éviter de présenter une photo de l'enfant, par exemple, qui s'est suicidé, de rentrer dans le détail des informations. Et les journalistes me répondent que pour vendre davantage de journaux, pour vraiment avoir le scoop, il faut fournir davantage de détails et montrer des photos. Et là, c'est là que la sociologue leur a montré des données portant sur la dangerosité de ce type de reportage. Et ces rencontres avec les journalistes nous ont permis aussi de comprendre leur point de vue. Et il y a des données qui montrent que des reportages ou que les reportages responsables sur le suicide se développaient, ce qui évite le suicide par reproduction. Et que cette tendance au suicide par reproduction était à la baisse. Et je pense que nous sommes au début d'une nouvelle ère. C'est vrai qu'il faut signaler ces cas de suicide, mais comment le faire de façon responsable? Et donc là, il faut aussi éduquer le secteur privé. Un autre enjeu que j'aimerais aborder, parce qu'il a été peu évoqué, c'est l'intimidation et la cyber-intimidation. Il faut vraiment là adopter une posture zéro tolérance pour le cyberharcèlement, de même que des groupes d'anorexie qui échangent des astuces, pareil pour les groupes autour du suicide. Là, il faut vraiment adopter une politique de zéro tolérance. Merci beaucoup, dit Romina. Merci de ces exemples très concrets. Noah, c'est vous la dernière à prendre la parole et ça me semble fondamental parce que là, on parle de jeunes. Donc, vos solutions. Bien, pour conclure, moi, je souhaiterais parler pas tant de solutions concrètes, mais pour moi, les 3 appels à l'action qu'il faudrait absolument lancer, c'est d'abord, il faudrait qu'il y ait une plus grande volonté politique, parce que ça fait 10 ans que j'ai un téléphone. J'étais pas la première à en avoir dans ma classe, mais on voit que maintenant il y a eu très peu d'avancées pour protéger les enfants face à ces smartphones. Moi, je donne toujours l'exemple des voitures. Lorsqu'on a eu les premières voitures, on ne savait pas les utiliser, on ne savait pas comment réduire les risques que présentaient ces voitures. Mais maintenant, on a des données et maintenant, la conduite, elle est plus sûre. Mais on doit faire la même chose pour les dispositifs numériques, c'est-à-dire que maintenant, on a une certaine expérience, on a acquis au cours des 10-20 dernières années une expérience, on comprend mieux les problèmes, on comprend mieux les risques, et donc il faut maintenant être beaucoup plus actif, avoir beaucoup plus de volonté politique pour résoudre ces difficultés, parce que c'est grâce à ça qu'on aura notamment les fonds pour le faire. Ensuite, en tant qu'informaticienne, je crois que c'est très important également qu'il y ait une plus grande sensibilisation des concepteurs qui créent ces applications, par exemple. On a, par exemple, dans nos formations d'informaticiens, on n'a pas du tout de formation éthique. On étudie les codes, et puis c'est drôle, c'est assez ludique, mais on ne pense pas aux conséquences dans la vie réelle.
Et ça, en tant que concepteur, et moi je deviendrai conceptrice à terme, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on veut sacrifier pour le développement de la technologie? Et là, il faut être très franc, très honnête. Quelles sont nos lignes rouges? Qu'est-ce qu'on accepte de faire? Et il faut vraiment réfléchir. C'est-à-dire que c'est pas simplement un travail technique où on va au bureau et puis on code. Non, il faut vraiment réfléchir à comment tout cela va affecter les gens dans la vie réelle. Et c'est sur cela qu'il faut également consacrer une attention. Et puis enfin, il est très important de discuter. Discuter avec l'ensemble de la société. Il faut qu'il y ait un appel à la discussion, à l'action. Donc, si vous êtes parent, parlez à vos parents. Si vous êtes enfant, parlez à vos parents. Dites, j'ai trouvé ça en ligne. Qu'est-ce que c'est? Il faut comprendre pour les parents comment ces dispositifs fonctionnent, quels sont les risques qui y sont associés. Bon, moi je suis pas maman, mais je sais que quand on est parent, je crois qu'il faudrait tous pouvoir être au courant. Il faut arrêter de courir derrière la technologie. Il faut une meilleure maîtrise, une meilleure compréhension de ces technologies pour pouvoir vraiment trouver des solutions. Alors, sur ces mots bien sages, on va conclure cet événement. Donc, n'hésitez pas à lire le rapport et merci à vous tous. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues. Merci pour le public. Merci d'avoir participé à cet événement.